Je suis psychologue clinicien depuis environ 35 ans et j'ai travaillé principalement avec des enfants qui présentaient des maladies physiques dans un hôpital général qui avait le cancer, de l'insuffisance rénale, toutes sortes de maladies pendant longtemps. Et ensuite, un peu de psychiatrie, principalement avec des enfants de 0 à 12 ans dans un service d'hospitalisation psychiatrique. Et depuis 2008, que je suis devenu professeur au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke au Québec, Canada, je m'intéresse aux enfants qui ont vécu des traumas relationnels précoces. C'est des enfants qui ont vécu des traumas au sein de leur famille ou c'est les parents qui vont infliger les traumas à l'enfant de façon répétée, prolongée dans le temps. Et c'est cela qui m'a motivé à m'intéresser à la notion de l'enfant borderline à devenir. Parce que vous savez, ces enfants-là ont tous les ingrédients nécessaires pour devenir des adultes borderline, même s'ils ne vont pas nécessairement le devenir. Je tiens à préciser aujourd'hui que je vais insister sur la notion des traits de personnalité limite en émergence. Je me situe dans une position intermédiaire qui parle des traits de personnalité en émergence plutôt que de parler des troubles de personnalité limite chez l'enfant et l'adolescent. Pour faire ça plus animé, c'est mon côté un peu espagnol. Je vous sollicitais à plusieurs reprises pendant la présentation parce que parler 1h30 avec mon accent et la difficulté que ça représente pour moi, c'est trop. C'est que je vous invite à participer à quelques reprises. Ça vous va? Ça va les faire peut-être un peu plus dynamique? Oui? Je pars de deux. En fait, avant de faire ma présentation, je voulais attirer votre attention sur deux questionnements concernant l'émergence des traits de personnalité limite chez l'enfant et l'adolescent. Le premier, c'est le rôle du trauma dans la genèse du trouble de personnalité limite. Si on lit les études qui ont été faites auprès des adultes, la plupart des études vont parler des traumas qui sont vécus à l'enfance. Par contre, ce n'est pas tous les enfants qui ont vécu des traumas qui vont, heureusement, ce n'est pas tous les enfants qui ont vécu des traumas qui vont avoir des troubles de personnalité limite à l'âge adulte. C'est un point important. L'autre questionnement, c'est le rôle de la parentalité dans la genèse du trouble de personnalité limite. C'est qu'on peut se trouver avec des personnes qui ont un trouble de personnalité limite qui vont nous parler des difficultés importantes au niveau de la relation avec leurs parents. Et dans ces cas-là, on est probablement dans la transmission intergénérationnelle de la maltraitance et du trouble de personnalité limite. Par contre, il y en a, et on le sait, les personnes qui travaillent avec ces troubles peuvent constater qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas vécu de trauma majeur dans la relation avec les parents qui développent ces troubles. Et dans ces contextes-là, on est plutôt dans une parentalité, on va dire, plus ou moins normale, mais où il peut y avoir peut-être des mauvais accordages dans la relation parent-enfant qui vont amener à la genèse d'un trouble de personnalité limite à l'adolescence ou à l'âge adulte. Je vais commencer par la présentation d'un cas clinique. Je vous invite je l'ai écrit pour éviter que mon accent interfère avec la compréhension. C'est que vous l'avez à l'écran, mais je vais vous solliciter après pour dire quelques mots, quelques réflexions concernant ce cas clinique. On l'appelle Sarah et dans ce cas-là, on parle de la genèse des traits de personnalité limite dans un contexte plutôt traumatique. Sarah, âgée de 11 ans, était placée depuis l'âge de 8 ans dans un centre de réhabilitation à la suite de l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. Vous savez, au Québec, on a différents dispositifs. On peut, quand un enfant est placé, on peut les placer dans une famille de proximité qu'on appelle des membres élargis de la famille ou des amis qui acceptent d'accueillir l'enfant chez eux.
On peut aussi les placer dans une famille d'accueil. Je pense que vous avez plus ou moins l'équivalent ici. Sinon, il y a les foyers des groupes qui sont intégrés à la communauté et l'enfant peut aller à l'école du secteur. Et sinon, on a les centres de réadaptation. Les centres de réadaptation sont pour les enfants qui vont plutôt mal et qui on pense qui ne vont pas bien aller dans une famille d'accueil ou dans une autre ressource. La mère accusait les pères d'être négligents à l'égard de sa fille et de permettre à sa nouvelle conjointe d'utiliser des méthodes disciplinaires abusives avec son enfant. Selon la mère, Sarah avait été victime de plusieurs épisodes de violence chez son père biologique. Elle aurait eu des ecchymoses sur les fesses, des égratignures et des marques d'ongles incrustées dans les bras. Pourtant, l'examen physique réalisé par les pédiatres à de multiples occasions n'a jamais permis de confirmer les allégations de la mère. C'est que la mère présentait ses portraits de l'enfant, mais quand elle s'est présentée chez le pédiatre, il n'y avait pas de séquelles qu'on pouvait constater concernant les choses qu'elle disait. La travailleuse sociale de la Direction de la protection de la jeunesse avait constaté des indices d'aliénation parentale dans les foyers maternels. Au centre de réadaptation, Sarah ne réussissait pas à établir un lien de confiance ni avec son éducatrice référente, ni avec les autres intervenants. Toute consigne pouvait être source de conflits. Ses perceptions des éducateurs et des autres enfants étant souvent clivées, ceux-ci pouvaient être parfois adulés à l'extrême et d'autres fois sévèrement critiqués par l'enfant. Sarah faisait des crises de colère intenses face à la moindre frustration. Elle pouvait devenir agressive envers les éducateurs et les autres enfants. Il était difficile pour Sarah d'apprécier l'impact que son comportement pouvait avoir sur autrui. Elle pouvait, par exemple, se proposer pour représenter les autres enfants dans la rencontre hebdomadaire de planification des activités extérieures, alors qu'elle les avait insultés quelques heures auparavant. Sarah semblait attachée à la plus jeune fille du centre, âgée de 6 ans, avec une différence d'âge importante avec elle, avec laquelle elle jouait fréquemment. Elle accaparait l'attention de cette fille et l'empêchait de jouer avec les autres enfants hébergés. Sarah ne tolérait pas les compliments provenant des adultes. Elle répliquait impulsivement en faisant des commentaires dénigrants à leur égard ou en s'isolant dans sa chambre. Les verbalisations provenant des éducateurs semblaient augmenter la méfiance de Sarah. L'évaluation psychologique a permis de constater que la mère de Sarah avait tendance à surinterpréter les comportements de son enfant, généralement en fonction de ses propres besoins. Lorsque Sarah ne respectait pas ses consignes, la mère utilisait des propos à connotation abandonnique pour gérer les comportements d'opposition de son enfant. Par exemple, elle pouvait lui dire « Si tu ne me suis pas, je vais te laisser ici à la clinique. Veux-tu rester ici pour toujours ?» En rencontre de psychothérapie, Sarah se présentait aux rencontres accompagnée de sa mère. Bien que la mère avait eu l'occasion de rencontrer les psychologues, elle se montrait très méfiante à son endroit et lui reprochait devant sa fille d'être complice de la direction de la protection de la jeunesse. Lors de la première séance de psychothérapie, la mère a posé de multiples questions au psychologue afin de s'assurer de ses compétences professionnelles, sauf qu'elle avait aussi posé ces questions-là quand on l'avait rencontrée individuellement, sans Sarah, et qu'elle avait eu l'occasion de connaître un peu la formation du professionnel, mais elle répète les questions devant sa fille, un peu dans le but de dévaloriser quand même les professionnels. Lorsque le psychologue a proposé à la mère de rester seule avec Sarah, la mère a demandé à sa fille si elle pouvait quitter la salle d'attente afin de faire des achats. Elle dit à Sarah, « Ne t'inquiète pas, tu peux faire confiance au monsieur. Je vais revenir avant que ton rendez-vous soit fini. » Et bien que le psychologue ait insisté pour qu'elle reste dans la salle d'attente, première rencontre de sa fille avec les psychologues, au cas où elle aurait besoin de la voir, aller à la toilette, un autre besoin. Elle est partie et elle est revenue un peu plus tard. C'est qu'on a terminé la consultation et la mère n'était pas présente en salle d'attente et elle a utilisé le prétexte qu'elle avait besoin de fumer une cigarette.
Pour débuter la première rencontre, Sarah sort de son sac d'école une douzaine de toutous. Toutou, c'est le mot qu'on utilise au Québec pour faire référence aux animaux en peluche. Je pense que vous disiez doudou. C'est bien ça? Ben, c'est vos doudous. Qu'elle place dans les deux fauteuils réservés aux patients, laissant très peu de place pour s'asseoir elle-même. Ces rituels qu'elle va répéter subséquemment à chaque rencontre durant la première année de psychothérapie, mais avec des toutous différents, durent environ 10 minutes à chaque fois. Elle accepte ensuite, à la demande du psychologue, de raconter l'histoire de ces toutous, comment elle les avait obtenus, qui lui avait donné les toutous en cadeau, dans quel contexte, quels étaient ses toutous préférés et pourquoi. Après un court entretien visant à la connaître davantage et explorer sa compréhension du besoin de faire de la psychothérapie, Sarah se dirige vers les jouets. Elle s'intéresse à la maison des poupées. Elle commence par mettre des meubles dans les différentes pièces de la maison. L'organisation de la maison semble plutôt chaotique. C'est-à-dire que c'est difficile pour les psychologues de distinguer les différentes pièces entre elles. Par exemple, un bol de toilette au milieu du salon, des lits qui sont à côté de la salle à manger. C'est-à-dire que c'était difficile de se faire une idée de la structure de cette maison-là. Sarah choisit ensuite quelques figurines adultes qui représentent les parents, 2 femmes et 3 hommes, et d'autres qui représentent les enfants, 2 garçons et 3 filles. Les rapports entre les figurines adultes et enfants changent à quelques reprises durant le jeu. Finalement, le psychologue comprend que la maison est habitée par 3 familles, un couple qui a 2 filles, un autre couple qui a 2 garçons, et un homme veuf qui a une fille. Les rôles des enfants et des adultes paraissent confus. Les enfants semblent assumer les responsabilités généralement associées aux adultes. Par exemple, acheter la nourriture, préparer les repas, nettoyer la maison, faire la boîte à lunch des enfants. Cernier pouvant être absent pendant plusieurs jours, rester au lit toute la journée ou rentrer tard du travail. C'est que c'était une situation assez confuse à comprendre parce qu'au lieu d'avoir une famille dans une maison, il y avait 3 familles qui partageaient quand même la même maison. Et je vous invite peut-être à faire quelques commentaires sur cette vignette clinique. 2 ou 3 choses qui attirent votre attention. Allez-y. Du coup, ce qui peut attirer mon attention là sur cette situation, ça va être les choix en fait de l'enfant pour ceux justement qui habitent dans la maison. Le couple qui a donc 2 filles, un autre couple qui a 2 garçons, et on a un veuf. Enfin, c'est assez particulier justement qu'elle trouve cette typologie en fait de famille. Donc du coup, la mère est absente, donc il a qu'une fille. Donc ça peut être assez marrant. Voilà, de voir l'image qu'elle peut aussi donner de la mère ou voilà, le père qui est présent. Enfin voilà, c'est plutôt représentatif finalement un peu de son histoire, on peut dire. D'autres commentaires, réflexions, des liens qu'on peut faire avec comment le trouble de personnalité limite se manifeste à l'âge adulte? On imagine en tout cas que la confusion dans les rôles qu'elle décrit doit induire une forme d'angoisse, ne pas savoir sur qui on peut compter, pourquoi et comment s'attacher. Donc on suppose, moi je vois que des adultes et des ados, donc on suppose qu'à ce moment-là est en train de se mettre en place un trouble de l'attachement en fait. Ouais. C'est bien intéressante votre intervention et on va peut-être faire des liens avec la notion de méfiance épistémique, de confiance épistémique un peu plus tard pour expliquer la difficulté à faire confiance aux adultes de façon générale. Oui. D'autres commentaires, d'autres réflexions, des liens que vous pouvez faire avec la pathologie chez l'adulte? Vous avez mentionné l'inversion des rôles finalement, les enfants qui vont assumer les rôles qui devraient être associés aux adultes. Peut-être il y a aussi la mère
de la patiente qui est déjà dans cette espèce de méfiance qu'on voit et qui crée justement ce problème d'insécurité. On sent que le travail va être aussi à faire avec la mère. Oui, je pourrais vous glisser un mot dans la demi-heure après de discussion sur cette mère-là, hein, parce que c'était vraiment difficile. Oui, en fait, c'est une mère qui ne fait pas confiance elle-même, hein, qui cherche un peu à dévaloriser la personne qui va s'occuper de sa fille, ce qui ne va pas aider, bien sûr, à créer une alliance thérapeutique, hein, pour le travail avec sa fille. Hein. Oui. Je vous dérange encore. Ce qui était aussi intéressant, c'est le relationnel qu'elle a justement avec les autres enfants de son âge. Et finalement, elle s'attache à une une jeune fille, un enfant beaucoup plus jeune, et elle se l'accapare. C'est assez une relation un peu vampirisante qu'elle peut avoir, à essayer de contrôler en fait cette relation. Donc c'était aussi intéressant. Voilà. Oui, tout à fait. Hein. Une des manifestations les plus importantes chez les enfants qui présentent de traits de personnalité limite en émergence, c'est justement la prétention d'établir des relations d'exclusivité avec les amis. C'est qu'on ne tolère pas la présence d'un tiers, hein, et on va accaparer l'attention d'un autre enfant sans tenir compte des besoins de cet enfant-là en fonction de ses propres besoins. Hein. C'est une des caractéristiques les plus importantes à considérer pour les enfants qui sont dans la voie de développer un trouble de la personnalité. Ben, merci. Bon, allez-y. Et peut-être aussi, je rajouterais le rapport au réel, parce que finalement, voilà, on a la question de violence, on ne sait pas tout à fait dans quelle mesure ce sont des violences, on a la question des surinterprétations, et du coup, là, en fait, en vous écoutant, il y avait des moments où je me disais, mais alors du coup, c'est qu'est-ce qui était réel, qu'est-ce qui n'était pas, qu'est-ce qui était vu par la maman, vu par la petite fille, et du coup, c'est vrai que ça doit être très compliqué, voilà, d'élaborer une vision de soi si on ne sait pas ce qui est l'ordre du réel ou pas, en fait. Tout à fait, vous me devancez, hein, parce qu'on va parler abondamment de la fonction du rapport à la réalité pour distinguer un peu comment ça se manifeste dans les troubles de personnalité limite. C'est un questionnement bien intéressant. C'est-à-dire que la mère lui présente une réalité, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, hein, mais on peut penser qu'il y a des distorsions importantes, hein, dans cette réalité qu'on lui présente et avec laquelle elle s'est construite. Hein. Ouais. Je vais avancer dans ma présentation. Vous avez fait des commentaires qui sont très pertinents et qui vont m'aider que je pourrai reprendre plus tard. En fait, je vais vous solliciter à nouveau. Hein, je ne peux pas me débarrasser de mon côté professeur. Hein. C'était que je voudrais peut-être de me dire un mot sur quoi vous considérez, parce que quand on parle de troubles de la personnalité, on oublie souvent c'est quoi une personnalité saine. Hein, par rapport à un trouble de la personnalité, je vous demandais peut-être de dire 2-3 mots sur quoi on se base pour dire qu'une personnalité se développe bien. 2-3 critères. C'est pas un examen, hein? Je triche parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais la souplesse de fonctionnement, j'imagine, la capacité à bouger avec son environnement, à s'adapter à ce que... vous travaillez avec des enfants, pas moi, mais j'imagine ce que disent les adultes aussi, à développer aussi de la métacognition pour évoluer dans sa façon de faire les choses. Oui, tout à fait. Très bien, la flexibilité, c'est un mot-clé, hein, pour l'adaptation de la personnalité. D'autres critères? Désolée, encore moi. La capacité à s'attacher, à se détacher. Oui, la capacité à établir des relations qui sont sélectives, qui sont privilégiées avec certaines personnes, et à distinguer ces personnes des personnes avec lesquelles on n'est pas familier et auxquelles on ne devrait pas s'attacher. Hein? Oui, et quand je dis aussi se détacher, c'est-à-dire à accepter de pouvoir vivre et traverser ce qu'on va tous vivre dans une vie, à un moment, une déception, une rupture, quelque chose, une rupture du lien, et avoir assez confiance à se construire assez solide pour avoir confiance en nos propres capacités à gérer ce détachement. C'est ce qui suppose aussi qu'on prenne des risques dans certains attachements.
Oui, et la possibilité de se séparer finalement, hein, d'accepter de se séparer par moment. Mais très bien, hein, vous avez un peu énoncé les critères que j'ai dans ma prochaine diapo. En fait, je prends ces critères-là du Psychodynamic Diagnostic Manual, hein, qui va dire une personnalité saine se caractérise par la capacité à établir des relations interpersonnelles satisfaisantes, la capacité à expérimenter même à la base un vaste spectre de pensées et d'émotions, bien sûr chez les enfants en fonction du niveau de développement atteint, la capacité à se montrer flexible, hein, comme vous disiez plus tôt, à des situations en fonction des situations de détresse autant internes et externes auxquelles on est confronté. Se montrer flexible, c'est d'avoir différents points de vue pour juger une situation et pouvoir utiliser différentes stratégies d'adaptation face aux différentes situations. Une identité personnelle stable et bien définie et une capacité à s'adapter aux circonstances environnantes par rapport à ce qui caractérise un trouble de personnalité qui va être fondamentalement rigide, hein, qui va utiliser une seule stratégie face à des situations qui sont différentes sans tenir compte de la nature de la situation. Et si on pense par exemple au trouble de personnalité limite, on voit qu'en termes de réaction émotionnelle, il y a souvent le recours à la colère face à des situations qui ne vont pas nécessairement provoquer de la colère chez d'autres individus. Et il y a toutes sortes de difficultés dans les troubles de personnalité au niveau de l'identité, des relations interpersonnelles, de l'épreuve de réalité, de l'adaptation au stress, du fonctionnement moral et de la régulation des affects. La particularité des troubles de la personnalité, c'est que ces difficultés-là vont se manifester sous forme de traits de personnalité, des caractéristiques de personnalité qui sont pathologiques. Hein, pour ceux qui sont un peu plus vieux, hein, qui connaissent l'histoire du DSM, hein, j'imagine que vous connaissez très bien les manuels diagnostiques et statistiques de troubles mentaux, jusqu'à la version 4 texte révisé, la précédente, celle qui est venue avant la version qu'on utilise présentement. On distinguait entre les troubles de l'axe 1, les troubles qui étaient plutôt aigus, comme la psychose, la dissociation, un trouble de stress post-traumatique, et les troubles de l'axe 2 qui référaient plutôt aux troubles de la personnalité. Et on pouvait diagnostiquer des troubles de l'axe 1 qui étaient concomitants à des troubles de l'axe 2. Par contre, cette façon de voir les choses n'est plus présente, hein, dans les manuels diagnostiques. Hein. Dans les DSM, il y a plutôt un système catégoriel, hein, pour la partie principale du manuel diagnostique pour ce qui concerne les troubles de la personnalité. Et il y a un annexe, hein, il y a un appendice, il y a une autre proposition diagnostique qui est plutôt dimensionnelle, mais qui n'a pas été suffisamment développée. Et on a l'espoir peut-être que dans une révision prochaine ou DSM-6, ça va apparaître et je pense que ça va être bien utile. Dans mes prochaines diapos, j'avais pensé à mettre à la table concernant les troubles de la personnalité, mais j'arrive à la porte, je vois que vous avez eu plusieurs formations sur les troubles de la personnalité depuis septembre. C'est que je ne pense pas que je dois rappeler la définition du trouble de personnalité limite chez les adultes, tel que conçu par les DSM. Ça va, si je passe ces diapos-là? C'est-à-dire que, en fait, j'avais mis dans mes diapos les critères qu'on utilise pour les diagnostics chez les adultes. Et par contre, je suis venu aujourd'hui pour vous parler du trouble en développement. Hein, comment on peut l'observer au cours du développement de l'enfant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du diagnostic chez les enfants et les adolescents. Par rapport aux enfants et aux adolescents, le diagnostic demeure un diagnostic controversé. C'est qu'il y a 3 positions fondamentales quant à l'acte de poser un diagnostic durant l'enfance et l'adolescence concernant la possibilité d'un trouble de la personnalité. En général, il y a la position du DSM, que c'est une position défavorable au diagnostic de TPL chez les enfants et les adolescents. Il y a ensuite la position à l'extrême opposé, la position de Paulina Kemberg, qui a sorti un livre en 2000, à l'année 2000, où elle va parler de la présence des troubles de personnalité, pas seulement les troubles de personnalité limite, les troubles de personnalité en général, et elle va distinguer, elle va nommer des caractéristiques qui se présentent chez les enfants et les adolescents.
Et il y a la position intermédiaire, celle représentée par Pine dans les années 80, et aujourd'hui, avec les travaux empiriques de Crick et Hall, Crick et ses collègues, qui datent de l'année 2005. C'est la position dans laquelle je me situe, sur laquelle je vais parler davantage. La position du DSM va dire on ne peut pas faire le diagnostic durant l'enfance ou l'adolescence d'un trouble de personnalité limite, les traits des personnalités étant susceptibles de se modifier au cours du développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'on va nous conseiller de ne pas poser le diagnostic avant l'âge de 18 ans. Et il va y avoir quand même les sections pour l'ensemble des troubles de la personnalité et pas seulement pour les troubles de personnalité limite, de poser le diagnostic quand on est confronté à un cas plutôt sévère où il y a des traits de personnalité inadaptés, envahissants, persistants dans le temps. Et dans ces cas-là, il faut s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'une exacerbation des caractéristiques, par exemple, de l'adolescence. On sait que l'adolescence était comparée par plusieurs auteurs aux troubles de personnalité limite. Il y a vraiment des bouleversements à l'adolescence qui peut ressembler à ces troubles. Par exemple, tous les réaménagements au niveau de l'identité, la gestion des relations avec les autres qui pourraient être difficiles à l'adolescence. C'est qu'il faut s'assurer que ce ne soit pas des caractéristiques de l'adolescence exacerbées. L'avantage de la position du DSM, c'est qu'elle va minimiser les risques de stigmatisation de l'enfant et de l'adolescent à un moment où la personnalité peut changer et à un moment où il peut avoir d'autres influences de l'entourage qui peuvent produire des changements au niveau de la personnalité. C'est-à-dire qu'on va essayer de minimiser les risques de stigmatisation de l'enfant et de l'adolescent. À l'extrême opposé se trouve la position de Paulina Kember qui va dire qu'un enfant qui manifeste des traits de personnalité rigides et mais s'adapter de façon stable dans le temps pourrait être considéré comme souffrant d'un trouble de la personnalité. Et elle et ses collègues, je vous invite à lire le livre qui est dans les références, va vraiment identifier en tenant compte du niveau développemental de l'enfant des traits qui pourraient ressembler aux troubles de personnalité limite chez l'enfant et l'adolescent. Et elle va se baser sur les travaux de Otto Kemberg pour identifier les enfants qui sont dans la lignée borderline. C'est qu'elle va se référer à la notion de structure de la personnalité et va considérer 4 critères fondamentaux: l'intégration de l'identité, les mécanismes de défense prédominants, la fonction de preuve de réalité et la nature des relations d'objets. Bien sûr, ici, on diagnostique les troubles de personnalité limite pendant l'enfance. On risque de stigmatiser un enfant, mais ça a aussi l'avantage de pouvoir intervenir précocement et auprès de cet enfant-là pour éviter la cristallisation du trouble. Moi, je ne suis pas en train de défendre cette position. Je me situe plutôt dans une position intermédiaire de laquelle je vais vous parler un peu plus tard. Mais il faut dire quand même que de nos jours, il y a plusieurs thérapies, psychothérapies, qui sont proposées autant pour les adolescents que pour les adultes qui présentent un trouble de personnalité limite. On peut penser par exemple à la thérapie dialectique behaviorale qui propose Lina Han, qui a fait ses preuves. On peut penser aussi au Transference Focused Psychotherapy, la thérapie centrée sur le transfert proposée par Otto Kember et ses collègues, et la thérapie basée sur la mentalisation proposée par Fonagy et ses collègues. C'est-à-dire qu'il y a quand même des modèles pour les adultes desquels on pourrait s'inspirer pour travailler avec un enfant comme Sarah, par exemple, quand on est confronté à une situation chez un enfant ou un adolescent chez lesquels on voit déjà les troubles de personnalité en développement. C'est qu'on est, comme clinicien, confronté à ce diagnostic qui est controversé et il n'existe pas, bien sûr, de consensus sur la façon de se comporter face à une situation semblable. C'est qu'on est à se battre entre les risques de minimiser la stigmatisation de l'enfant et en même temps la possibilité d'éviter la cristallisation du trouble. C'est-à-dire qu'il faut un peu privilégier en fonction de la situation à laquelle on est confronté, la façon comment on pourrait agir. Qu'est-ce qui nous dit la recherche scientifique sur les enfants et les adolescents? Il n'y a pas beaucoup de recherches qui se font sur les enfants d'âge scolaire concernant la problématique borderline. C'est-à-dire que la plupart des recherches sont faites auprès des adultes de façon rétrospective. C'est-à-dire qu'à un adulte,
auxquels on a déjà donné le diagnostic de troubles de personnalité limite, on les questionne concernant les situations qu'il a vécues pendant l'enfance. Mais on sait qu'une caractéristique fondamentale du trouble de personnalité limite, c'est de faire des distorsions des relations qu'il a dans sa vie, des relations qu'il a eues dans le passé. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut se fier à ce qui nous dit une personne qui a un trouble de personnalité limite concernant son passé. Il faut peut-être prendre précaution à ce niveau-là. L'autre problème, c'est qu'il n'y a pas assez de recherches prospectives et longitudinales. Et la plupart des recherches qui se font chez les enfants concernent les populations cliniques et non la population générale. Et on sait que dans la population clinique d'enfants, il y a une majorité des garçons. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle qui travaillent en pédopsychiatrie. C'est les services de pédopsychiatrie, il y en a beaucoup plus de garçons que de filles dans les services de pédopsychiatrie. Et en protection de l'enfance, il y a aussi beaucoup plus de garçons que de filles. Par contre, on sait que les troubles de personnalité limite sont diagnostiqués principalement chez les femmes, on va dire 70%. Et le DSM, dans sa dernière version, parle de 75% des patients femmes qui ont un trouble de personnalité limite par rapport aux hommes. C'est qu'on se prend mal si on investigue le trouble de personnalité limite auprès des populations cliniques comme celles qui sont dans les services de pédopsychiatrie ou dans la protection de l'enfance. Qu'en est-il de la position intermédiaire? C'est la position dans laquelle je me situe. Et il y a deux auteurs ou deux études fondamentales à connaître. Le premier, c'est les études de Pine. Pine n'a pas fait d'études empiriques. Pine était un psychanalyste qui nous a parlé de la pathologie qu'il observait chez ses enfants, mais qui, je pense, a fait une contribution fondamentale à la compréhension de ce qu'il appelait l'enfant borderline en devenir. Et l'autre auteur à connaître, c'est Crick et ses collègues qui ont fait de la recherche empirique concernant le développement du trouble à l'âge scolaire. Et cette position intermédiaire parle de la possibilité d'identifier des traits des personnalités limites qui sont en émergence, tout en ayant une perspective dimensionnelle. C'est quoi une perspective dimensionnelle? C'est une perspective différente à celle du DSM. Dans le DSM, on a une perspective catégorielle selon laquelle on va s'intéresser à la présence ou à l'absence de manifestations pathologiques. Tandis que dans la perspective dimensionnelle, on va s'intéresser à l'intensité avec laquelle se manifeste un trait de personnalité. Est-ce qu'il est plus ou moins présent chez l'enfant? C'est-à-dire que ça fait une différence énorme parce qu'elle va considérer la perspective développementale de l'enfant. C'est-à-dire qu'elle va se situer plus dans la psychopathologie développementale et va considérer les acquis qui sont faits ou pas par l'enfant et qui ont été un peu empiétés à cause des traits de personnalité limites que l'enfant présente. C'est-à-dire qu'on s'intéresse, quand on investigue cette problématique-là chez les enfants, je me situe là comme chercheur, à la continuité des traits de personnalité qui se manifestent pendant l'enfance jusqu'à l'adolescence et l'âge adulte. Est-ce que ces traits vont changer au cours du développement pour devenir des traits qui sont plutôt sains ou ils vont devenir plutôt pathologiques? Quand on pense à la théorie de Pine qui nous présente cette idée-là de l'enfant borderline en devenir, on peut faire des parallèles avec des notions plus récentes, c'est-à-dire que Pine va penser à un milieu familial où il y a trop de bruit. C'est les termes qu'il utilise en faisant une métaphore. C'est qu'il dit il y a tellement de bruit référent au fait qu'il y a toutes sortes de stress qui se passent dans la relation avec les parents, qui fait en sorte que l'enfant ne puisse pas différencier entre les situations qui causent un petit stress et les situations qui causent un stress important. C'est qu'on peut faire des parallèles avec des notions plus récentes comme celle des traumas relationnels précoces. Il y a plusieurs termes qu'on utilise pour parler de cette notion-là. En Amérique du Nord, on utilise principalement les termes trauma complexe.
Hein. Sinon, on utilise aussi les termes trauma interpersonnel de l'enfance ou trauma d'attachement. Je préfère utiliser les termes trauma relationnel précoce parce qu'ils rendent compte davantage des actes d'omission. C'est que dans les traumas qui ont lieu dans la relation avec les parents, on peut distinguer entre les actes de commission, hein, comme l'abus physique, l'agression sexuelle, la négligence extrême, mais on peut aussi penser aux actes d'omission et comme quelqu'un qui travaille avec la théorie psychodynamique, c'est très intéressant parce que ça nous permet de penser à tout qu'il n'y a pas dans la relation parent-enfant, à tout qui appartient à la fonction miroir parentale, hein, proposée par Winnicott, qui n'est pas présent dans la relation parent-enfant. La contenance, l'accordage, la différenciation parent-enfant, la capacité à identifier les moments d'attachement et de détachement de l'enfant, entre autres. C'est qu'en faisant un parallèle avec la notion de trauma relationnel précoce, avec la notion de l'enfant borderline à devenir, ben, on se confronte aux expériences répétées, traumatiques qui ont lieu dans la relation parent-enfant et qui vont encombrer le fonctionnement psychique de l'enfant, qui vont provoquer une altération de la relation avec la figure de soins. Et vous pouvez retrouver en ce sens-là la notion d'attachement derrière la notion de l'enfant borderline à devenir et qui vont provoquer aussi des déficits développementaux importants. L'enfant va utiliser des mécanismes de défense plutôt primitifs pour assurer dans ces contextes-là sa survie plutôt psychique. C'est que dans ces contextes, je pense qu'on l'a mentionné déjà, une de vos collègues, il y a un échec à développer une relation de confiance avec la personne qui procure les soins. Vous pouvez faire le parallèle avec cette notion très récente de Peter Fonagy et ses collègues de la confiance épistémique. Hein? C'est la confiance qu'on développe en les adultes avec lesquels on est en relation. C'est-à-dire, si on essaie de développer dans un milieu où les choses marchaient plus ou moins bien avec des parents qui étaient plutôt attentifs à mon égard, je vais développer ce qu'on appelle la confiance épistémique. Je vais penser que les choses qui viennent des adultes sont des choses auxquelles je peux me fier, faire confiance, sont bienveillantes, je peux les généraliser et ça va m'aider énormément dans mon développement social. C'est-à-dire que quand je vais arriver à la crèche, je pourrais faire confiance à la gardienne parce que je fais confiance à mes parents. Et je pourrais faire confiance à l'enseignante maternelle et ainsi de suite dans mon développement parce que je fais confiance à mes parents. Par contre, quand on est dans des contextes traumatiques, on va développer ce qu'on appelle la méfiance épistémique ou l'hypervigilance épistémique ou la crédulité épistémique. C'est-à-dire, je vais me méfier des informations qui viennent des adultes de façon un peu exagérée et je vais être hyper vigilant ou dans d'autres cas, je vais faire confiance, une confiance absolue aux adultes sans discriminer, même aux adultes qui ne sont pas familiers, comme on voit dans ces diagnostics qui s'appellent les troubles des inhibitions du contact social, que c'est un ancien trouble de l'attachement qu'on a différencié dans le DSM-5, où on peut partir avec des étrangers sans se poser la question de la confiance. C'est que dans ce milieu-là, il y a une exacerbation du stress et pas de soulagement de l'anxiété. Et on peut faire un parallèle aussi entre la notion de l'enfant borderline en devenir et la notion d'attachement désorganisé, que c'est le type d'attachement qu'on trouve dans les contextes traumatiques où l'enfant ne peut pas se former une idée de comment réagir face au comportement des parents, de quoi faire pour avoir l'attention et le réconfort de la part du parent. Je vais passer à travers la théorie des Pine qui me semble particulièrement intéressante et vous allez faire rapidement des liens avec la théorie de l'attachement qui est une théorie qui s'est développée de façon parallèle à celle des Pine en pensant aux enfants de la population générale. En fait, ce qui est intéressant de ce que Pine dit, c'est que l'enfant va avoir des déficits développementaux, qu'il y a des choses qui ne vont pas pouvoir bien se développer chez l'enfant comme conséquence de ces milieux chaotiques dans lesquels il habite. Par exemple, il va dire l'environnement plutôt chaotique et imprévisible
ne lui permet pas de développer la fonction d'anticipation de l'anxiété. Vous savez, l'anxiété a cette fonction-là de nous préparer à un événement stressant, de nous préparer au danger. Hein. On anticipe avec un certain montant d'anxiété les situations difficiles auxquelles on va être confronté. Mais si tout est source d'anxiété dans le milieu dans lequel j'habite, je ne peux pas distinguer entre un petit stress et une grosse source de stress. C'est que la fonction anticipatoire de l'anxiété perd son sens. On ne pourra pas non plus associer la satisfaction des besoins physiques et émotifs à une personne spécifique, hein, ce que les enfants apprennent à faire très rapidement. Hein. Les enfants apprennent au niveau de la relation d'attachement à savoir à qui je demande une permission, à qui je demande un câlin, hein, à qui je sollicite quand je suis mal pris avec les maths. Hein. C'est des choses que les enfants apprennent dans la relation avec leurs parents, tandis que dans ces contextes chaotiques, ils ne pourraient pas les développer de la même façon. Et ils ne peuvent pas se constituer un patron de satisfaction des besoins quand il y a soit une insatisfaction constante ou la satisfaction partielle des besoins. On va être confronté à un excès de stimulation que l'enfant n'arrive pas à gérer de lui-même. Il va dire même pas que la gestion de l'agressivité, vous pouvez faire un lien avec la colère qui se présente chez les troubles de personnalité limite à l'âge adulte. Il va l'associer au manque d'intégration d'expériences positives et négatives avec les figures de soins. Si j'ai un parent qui manifeste de l'amour des fois extrême, qui ne permet pas la séparation, l'individuation qui est nécessaire pour tout enfant, et qui à d'autres moments manifeste une colère extrême face au même comportement de l'enfant, l'enfant ne peut pas mettre ces deux choses ensemble pour apprendre à gérer sa propre agressivité. C'est que l'enfant borderline devenir, selon Pine, va être un enfant qui va utiliser de façon répétitive et rigide des mécanismes de défense qui sont plutôt partiellement efficaces, et qui va se sentir souvent responsable des choses qui arrivent aux parents. Et quand vous êtes confronté, par exemple, à un parent comme la mère de Sarah, on peut comprendre que Sarah puisse se sentir responsable du mal-être de sa mère, parce qu'elle va nommer des choses qui la vont faire sentir ainsi. C'est que Pine va dire cet enfant-là, borderline devenir, est dans un mode de survie avec des mécanismes de défense déficitaires contre l'annihilation psychique. Et vous pouvez faire un lien avec la notion d'alien self. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Fonagy sur la mentalisation, mais Fonagy qui a travaillé, Fonagy, Bateman, Target, qui ont travaillé avec une approche basée sur la mentalisation pour les troubles de personnalité limite, vont dire que dans la genèse du trouble de personnalité limite, il y a la formation d'un alien self. C'est-à-dire, il y a, quand les parents transmettent à l'enfant de façon constante des messages qui ne correspondent pas à ce que l'enfant est, ils vont causer un peu dans le self de l'enfant un noyau que l'enfant ne reconnaît pas et qui va provoquer toutes sortes de confusions sur le plan identitaire, qu'on peut mettre en lien avec cette espèce d'annihilation psychique de laquelle Pine nous parle. Si on a le temps, je pourrais vous raconter d'autres histoires qui parlent de l'alien self avec le travail avec des enfants qui sont dans la lignée borderline. Et ils vont utiliser ces enfants-là des patrons de comportement qui sont plutôt inefficaces et des défenses qui sont aussi primitives. Par exemple, les clivages, la pensée magique, la grandiosité, l'identification à l'agresseur aimé, tel qu'elle a été conçue par Anna Freud, et aussi les retraits schizoïdes ou les retraits autistiques dans le monde des fantaisies. Plus récemment, il y a un auteur, Crick, qui s'est intéressé avec ses collègues à développer un instrument bien intéressant parce qu'il prend en considération le développement de l'enfant et c'est un instrument dimensionnel pour mesurer les traits personnalité limite en émergence. Ça s'appelle le Borderline Personality Features Scale for Children. En français, on l'a traduit l'échelle des traits personnalité limite pour enfants, qu'on a essayé de valider. On est toujours en train de valider de façon plus solide.
et elle va identifier des domaines de déficit de développementaux chez ces enfants-là. Il va parler, je vais revenir plus tard parce que je pense que ça vous donne des repères cliniques pas mal intéressants, d'une perception hostile et persécutrice de l'entourage. Hein, les enfants vont surtout porter attention à l'information négative d'une situation plutôt que de pouvoir faire une évaluation globale de la situation à laquelle ils sont confrontés. Ils vont avoir des vécus émotionnels plutôt intenses, instables et souvent inappropriés au contexte, un peu comme l'adulte borderline qui va réagir avec de la colère à des situations qui ne provoquent pas nécessairement de la colère chez d'autres individus. Des relations interpersonnelles marquées par une forte dépendance. Hein, j'ai déjà mentionné la tendance à créer des relations ou de prétendre créer des relations d'exclusivité avec d'autres enfants. L'agressivité physique et relationnelle. Et Crick, c'est un des auteurs qui a beaucoup investigué l'agressivité chez les enfants d'âge scolaire. Elle parle plutôt d'agressivité physique chez les garçons. Hein. Vous savez, on est moins sophistiqués, nous, les garçons, et on passe trop directement à l'acte. Hein, et l'agressivité plus relationnelle chez les filles. Hein. Et vous savez, de nos jours, il y a une agressivité très difficile à gérer. C'est l'agressivité dans les réseaux sociaux, hein, qui fait très mal, hein, aux enfants et aux adolescents. Et il y a aussi la faible intégration de l'identité concernant le niveau développemental de l'enfant. Nous, dans notre laboratoire, pour investiguer davantage un enfant qui est en train de développer un trouble de personnalité limite, qui présente des traits de personnalité limite en émergence, on se prend de la façon suivante. On va considérer 3 éléments. D'abord, la structure de personnalité, et j'insiste, en émergence. Hein, on ne prétend pas que la structure de personnalité est complètement formée pendant l'enfance. C'est qu'on parle d'une structure de personnalité en développement, en construction. On va penser à la nature des expériences relationnelles précoces. J'ai un collègue, un ancien étudiant, devenu un collègue, qui a pensé à un regroupement des expériences dans la vie des patients borderline en 3 catégories que je vais vous expliquer un peu plus tard. Et on utilise aussi cet instrument duquel je vous parlais, et je parlais un petit peu plus parce qu'il nous donne quand même des repères cliniques assez intéressants pour savoir si on est face à un enfant qui est dans la lignée du développement du trouble de personnalité limite. Quand on parle de structure, je ne peux pas éviter d'être très pédagogique, hein, dans les choses un peu comme prof, mais il y a peut-être des choses que vous connaissez très bien. Je vais passer très vite parce que peut-être c'est redondant pour vous. Mais j'ai mis quand même dans les diapos une définition de la structure de personnalité, hein, comme étant les fonctions mentales et les patrons de comportement, les styles personnels qui permettent à l'individu de se reconnaître comme personne à travers les temps et les différentes situations auxquelles il est confronté. Quand on parle de structure de personnalité pour l'enfant, on parle d'une structure selon une perspective bien sûr développementale, et j'insiste, d'une structure de personnalité en émergence, mais nous allons nous référer aux critères proposés par Otto Kemberg pour approcher cette structure-là, c'est-à-dire le développement identitaire déficitaire, l'usage de mécanismes de défense qui sont plutôt primitifs, les rapports à la réalité altérée. Je vais passer un peu plus longtemps sur ce point-là qui me semble particulièrement intéressant pour les troubles de personnalité limite et la pathologie des relations d'objets. Et je reprends ces critères-là pour essayer de vous donner des critères cliniques. Hein, quand on parle d'identité, on parle du sentiment de continuité dans les temps et dans les différentes situations auxquelles on est confronté. Et quand on parle d'une identité en voie d'être intégrée, ça réfère à la capacité de l'enfant à reconnaître les caractéristiques contradictoires en soi. J'aime bien dire aux étudiants que quand on a une bonne intégration identitaire, on est une personne qui a un discours cohérent et qui est capable d'utiliser des conjonctions.
c'est-à-dire dans notre langage. C'est-à-dire que quand on se définit, on peut dire quelque chose comme je suis une personne plutôt organisée, mais des fois, ma chambre est un bordel. Hein? C'est que je dis d'abord, je suis une personne plutôt organisée. Il y a des nuances dans mon discours et j'ai utilisé la conjonction mais pour mettre deux choses qui sont contradictoires ensemble et pouvoir faire du sens. Ça, c'est la différence entre une personne qui se développe plus ou moins bien et une personne qui est dans la lignée du trouble de personnalité, qui ne va pas pouvoir intégrer ces éléments-là qui semblent contradictoires en étant nuancés et en utilisant des conjonctions. Et bien sûr, une identité cohérente nous donne un sentiment de continuité dans les temps et entre les situations auxquelles on est confronté. Chez l'enfant qui est plutôt dans la lignée limite, on observe un usage privilégié du clivage à des parties contradictoires de soi et d'autrui. On observe aussi des discontinuités importantes de l'image de soi. Vous l'avez vu dans le cas de Sarah, par exemple, elle se propose pour être celle qui veut proposer les activités de la semaine pour l'ensemble des enfants, mais elle vient de les insulter. C'est-à-dire comment elle peut penser que les autres enfants vont vouloir accepter qu'elle soit la personne qui prend cette activité-là en charge. Il y a un passage brusque d'un état affectif à un autre. Par exemple, on peut être très en colère et 2 minutes plus tard être très content et faire comme si de rien n'était. Et il y a un sentiment de vide intérieur chez les enfants. Ça se finit par un sentiment d'ennui. Pour ceux qui travaillent avec les enfants, vous savez, en psychothérapie d'enfants, ce qu'ils ont fait, c'est de jouer. Je blague avec les enfants, mais avec une approche plutôt thérapeutique. Mais avec les enfants, un enfant auquel on présente le matériel qu'on a dans une salle de consultation et ne trouve rien à faire, il rencontre après l'autre, il dit s'ennuyer, il va s'intéresser à des choses qui ne sont pas là, même si on offre du matériel qui pourrait être utilisé pour créer des choses. C'est un sentiment d'ennui important qu'on peut mettre en parallèle avec les sentiments de vide qu'on voit chez les adultes qui ont un trouble de personnalité limite. Au niveau des mécanismes de défense, j'ai mis une définition. Je ne passerai pas à travers cette définition-là parce que vous connaissez, je pense que vous avez tous une idée de c'est quoi un mécanisme de défense. J'insiste sur le fait que les mécanismes de défense sont inconscients. C'est une partie inconsciente du moi comme instance psychique, mais qu'on peut les faire conscient. Mais à ce moment-là, on parle des stratégies d'adaptation, plutôt des copines de l'individu. Et on voit chez les enfants borderline surtout l'usage du clivage entre les aspects contradictoires de soi et d'autrui qui vont causer une angoisse importante qui ne permet pas à l'enfant de les intégrer. Et on voit d'autres mécanismes de défense qui sont partagés aussi avec les troubles de personnalité limite, tels qu'ils se manifestent chez les adultes, comme le déni, l'identification projective, l'idéalisation et la dévalorisation primitive de soi et d'autrui. Vous savez, dans l'identification projective, c'est quand même un défaut important de la différenciation soi-autre. Et on voit à la base de la diffusion identitaire qui caractérise le trouble de personnalité limite. C'est un mécanisme dans lequel on va projeter sur l'autre avec une force incroyable des choses qui nous appartiennent, avec la particularité que l'autre peut se sentir comme concerné par les choses qui sont projetées et réagir de façon contre-transférentielle, et avec l'autre particularité qu'on ne se débarrasse pas de la chose qui est projetée. Et qu'on dit à l'autre qu'il est agressif à notre égard en même temps qu'on l'agresse. C'est un mécanisme qui est très confus et confondant, qui parle de la différenciation soi-autrui. Au niveau du rapport à la réalité, je vais passer un petit peu de temps dans cette critère diagnostic, c'est la capacité à distinguer entre la réalité interne et externe. Il y a quelqu'un dans la salle qui l'a mentionné. Cette fonction de preuve de réalité qui fait défaut chez les patients troubles de personnalité limite. Mais il y a aussi dans les preuves de réalité la capacité, et c'est les Kemberg, parce qu'ils étaient un couple, Paulina et Otto,
Paulina est décédée, je pense que Otto est toujours vivant, mais il doit avoir être près de 100 ans s'il est vivant. Hein, mais il y a la capacité de faire une évaluation réaliste de soi et de l'autre en fonction de mes forces, de mes faiblesses, des choses que je peux vraiment réaliser. C'est que chez les enfants qui sont dans la lignée borderline, on trouve une épreuve de réalité qui est parfois perdue, parfois retrouvée, mais la distinction entre l'intériorité et l'extériorité n'est pas toujours satisfaisante. Et on se trouve avec des biais et des distorsions importantes, comme on voit aussi chez l'adulte borderline, concernant surtout les relations avec autrui. Et je tiens à m'arrêter dans cette diapo-là, que je trouve pas mal importante. C'est pour vous parler de façon détaillée sur les rapports altérés à la réalité. Et je vous invite à lire cet auteur, Figueiredo, un auteur d'origine brésilienne, qui parle de l'épreuve de réalité chez les patients borderline, avec une explication psychanalytique qui est vraiment poussée et intéressante. Cet auteur va distinguer entre trois fonctions, c'est-à-dire qu'au lieu de parler de l'épreuve de réalité tout court, hein, comme on peut faire surtout avec les patients psychotiques, on voit des hallucinations et des délires où l'épreuve de réalité fait défaut parce que l'intériorité est bien colorée, l'extériorité. Hein, quand on parle d'hallucinations et de délires, il va distinguer entre l'épreuve de réalité, reality testing, l'essence de la réalité, le sense of reality, et le reality processing, le traitement de la réalité. C'est quoi l'épreuve de réalité? C'est la fonction du moi comme instance psychique proposée par Freud, ça, moi, sur moi, de permettre à l'individu de discriminer entre ses perceptions et ses fantasmes dans une réalité immédiate. Et vous savez que les névrosés, hein, on n'a pas les névrosés comme vous et moi, en espérant qu'on soit tous des névrosés, hein, dans la salle, ben, avec les choses un peu qui nous approchent de la psychose ou de borderline. On n'est pas tous libres de ça. Hein, on a toutes sortes de choses, nous tous, hein, mais disons principalement névrosés, on va dire. Mais on sait qu'on n'a pas besoin de se poser cette question-là face à la situation de la vie quotidienne. On n'a pas à se demander est-ce que je suis dans la réalité ou pas. On distingue clairement dans notre vie quotidienne entre ce qui relève de la réalité de ce qui relève de nos fantasmes. L'essence de la réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et c'est une dimension de l'expérience du self. Le self, c'est cette notion-là qui nous permet de nous reconnaître comme personne à travers le temps et dans les différentes situations auxquelles nous sommes confrontés et suppose que l'individu comprend à la fois la nature subjective et la nature objective d'une expérience. C'est que n'importe quelle expérience, il y a un côté plus ou moins objectif qui nous permet de juger la situation et d'arriver à un consensus avec les autres. Hein? C'est que face à une situation, ben, on peut quand même la percevoir tous plus ou moins de la même façon, mais il y a quand même un côté subjectif de cette situation-là qui dépend plutôt de notre intériorité. Hein? Par exemple, si on est confronté à un de nos patients qui s'organise dans une salle d'hospitalisation, peut-être que le clinicien qui a très peur de l'agressivité va les vivre d'une façon un petit peu différente que celui qui est habitué à se faire agresser par des patients agressifs. Hein, vous voyez, ça c'est la partie subjective de la situation, mais on est tous d'accord que le patient a été agressif à l'égard des cliniciens. Hein. C'est qu'on compose avec ces deux composantes et Figueiredo va les mettre en lien avec la notion d'aire intermédiaire de Winnicott. Hein, je pense que les notions d'objets transitionnels, d'espace transitionnel, vous les connaissez très bien. Winnicott, qui était un génie de la psychothérapie de l'enfant, nous a légué tellement de notions, mais celle-là est fondamentale. En passant, je profite pour dire que ce que Sarah faisait n'était pas des objets transitionnels. Un objet transitionnel, c'est un objet qui représente les parents et qui nous procure vraiment une sorte de réassurance. C'est l'objet qu'on ne peut pas laver,
qu'on ne peut pas changer, que si l'enfant le perd et on lui achète un nouveau pareil, il va noter que ce n'est pas les mêmes, hein, parce qu'il n'est pas investi par les représentations qu'on se fait du parent. Quand on a 12 doudous à nous montrer à chaque rencontre, ça n'accomplit pas la fonction d'un objet transitionnel. Hein. C'est une autre chose, hein, mais ce n'est pas des objets transitionnels. Et pourquoi c'est un lien avec cette notion-là d'air intermédiaire? Parce que l'expérience subjective de l'individu est la résultante de la transformation d'une expérience objective qui a été modifiée avec les contacts, avec notre expérience interne. C'est que n'importe quelle situation qu'on vit, on va la colorer en fonction de ce que nous sommes, et c'est la partie subjective. Mais on comprend, grâce au sens de la réalité, que chaque situation a cette partie-là objective qu'on peut partager avec autrui et une partie subjective qui nous appartient. Et finalement, il y a le traitement de la réalité, que c'est un processus avancé, continu de contact avec la réalité qui permet une adaptation flexible à la réalité et qui permet la production de fantasmes s'y rattachant. C'est que le fait qu'on vit une situation, ça ne nous empêche pas de penser à des choses qui nous appartiennent, de la vivre de façon différente, de nous faire des fantaisies qui sont en lien avec cette situation, sans prétendre que ça fait partie de la réalité concrète avec laquelle on est confronté. Ça va venir, j'ai des images. Attendez. Désolé. Ah, c'est apparu. J'attendais mes beaux carrés. Hein. Quand on a un self bien construit, on a un bon sens de la réalité et un bon traitement de la réalité et on n'a pas trop besoin de la fonction de preuve de la réalité. C'est-à-dire qu'on a la capacité de bien se situer à travers le temps en fonction des choses qui appartiennent au passé et à l'avenir. Et on peut avoir plusieurs perspectives des mêmes situations et on peut accepter qu'il y ait plusieurs perspectives des mêmes situations. On va dire, lorsqu'elles sont bien développées, les fonctions relatives au sens de la réalité et au traitement de la réalité prennent le relais de l'épreuve de réalité en tant que fonction essentielle de rapport à la réalité. Et on n'a pas trop besoin de recourir à l'épreuve de réalité. On ne va pas trop se poser questions si une situation est réelle, si je la colore trop avec mes fantaisies ou pas, quand on a un bon sens de la réalité et un bon traitement de la réalité. Et finalement, il y a la nature des relations d'objets. C'est l'autre critère qu'on utilise dans notre clinique pour distinguer les enfants qui sont dans la lignée borderline. On voit des oscillations plutôt partielles, des relations d'objets qu'on appelle partielles, qui passent de l'idéalisation à la dévalorisation de soi et d'autrui. Ces enfants-là ont tendance à considérer les autres comme des prolongements de soi, un peu comme Sarah fait avec la fille de 6 ans. Hein? Elle ne se demande pas si la fille veut jouer avec elle ou si elle veut jouer avec d'autres enfants. Elle va penser que comme elle veut jouer avec elle. Vous voyez, c'est traiter cet enfant-là comme un prolongement de soi et on va aussi agir de façon un peu indiscriminée par rapport aux autres, hein? Même si on est face à des personnes qui sont familières ou inconnues. Hein, et on va aussi avoir des émotions très instables, des relations très instables avec les autres enfants. Il y a Didier qui récemment s'est mis à... vous voyez, quand on lit des choses sur les adultes borderline, il y a toutes sortes qu'on va nous dire du passé de ces adultes-là. Hein, c'était que finalement, on dit, mais c'est quoi qui discrimine davantage le fait qu'on va développer un trouble de personnalité limite à l'âge adulte? À un moment donné, on parlait davantage des femmes qui avaient vécu des situations d'agression sexuelle pendant l'enfance. On parle aussi de la séparation des parents, mais finalement, il y a toutes sortes de situations traumatiques qui ont trouble dans le passé des patients borderline. C'est qu'on a Olivier Didier qui s'est intéressé à comment est-ce qu'on peut regrouper les expériences qui sont vécues par les patients borderline. Il nous propose une classification des expériences relationnelles précoces
On fait ça en parallèle avec la notion de trauma relationnel précoce, des expériences qui sont vécues par l'enfant, durant l'enfance bien sûr, dans la relation avec les principales figures de soins. C'est très bien de parler de nos jours de principales figures de soins et pas des mamans et des papas, hein, parce qu'il y a toutes sortes de configurations familiales de nos jours. Hein, on peut penser aux couples homosexuels qui ont des enfants. On peut penser aussi aux parents qui sont monoparentales. C'est qu'il faut quand même, ou d'autres combinaisons familiales, c'est qu'il faut parler plutôt des figures de soins et penser à la personne qui fait plutôt la fonction maternelle et la personne qui fait plutôt la fonction paternelle. Et Olivier Didier va parler des catégories d'expériences relationnelles précoces qui ne sont pas mutuellement exclusives. Il va parler d'abord des échecs de régulation des états affectifs chez l'enfant, des expériences excessives d'inclusion et d'exclusion dans la relation aux parents et des défaillances dans la capacité du parent à considérer les états mentaux de l'enfant, c'est-à-dire des problèmes de mentalisation chez les parents. Je trouve sa classification bien intéressante. Je suis fier de lui, c'était mon étudiant, il vient de finir, mais autre ça, je trouve sa classification, c'est son idée, bien intéressante parce que ça nous permet de comprendre les enfants qui n'ont pas vécu nécessairement des situations traumatiques importantes, qu'on ne peut pas situer dans la lignée des traumas relationnels précoces, mais pour lesquels on voit un développement qui va dans la lignée d'un trouble de personnalité limite et qu'on peut attribuer à des mésaccordages dans la relation parent-enfant. La première groupe d'expériences, c'est les défauts des parents, les difficultés des parents à contenir les débordements affectifs de l'enfant. Ça fait allusion à la notion de contenance affective de Winnicott, qui est la capacité à contenir les émotions débordantes de l'enfant sans être débordé nous-mêmes, sans être submergé par l'émotion de l'enfant. Vous pensez, par exemple, à un parent qui amène son enfant se faire vacciner et le parent qui dit à son enfant, mais t'inquiète pas trop, je vais être à côté de toi, tu pourras rester dans mes bras, ça va durer une petite seconde, maman est là, qui va t'accompagner. Et les parents qui disent, mais oui, ça fait mal, ça va piquer énormément, j'ai peur des vaccins. Mais à ce moment-là, on n'est pas en train d'aider l'enfant à contenir sa propre émotion. Il y a des parents comme ça, un peu comme le parent, la mère de Sarah, qui dit, est-ce que les messieurs est bon pour s'occuper de toi ou pas? Et elle pose des questions pour que l'enfant soit plutôt dans la méfiance épistémique que dans la confiance épistémique avec son nouveau thérapeute. Et qui va la laisser, en fait, le comportement est très contradictoire parce qu'elle pose ces questions-là en se méfiant du monsieur, c'était moi, monsieur, en se méfiant du monsieur, mais en même temps, la laisse tout seul. C'est un comportement très contradictoire. On lui demande de rester en salle d'attente et elle va quitter lors d'une première consultation la salle d'attente et va laisser son enfant tout seul. Ça, on parle là des difficultés au niveau de la contenance affective. Ça pourrait être, et c'est important de le dire, ça pourrait se présenter comme ça pour des parents qui ont vraiment une difficulté au niveau de la fonction de contenance, mais ça c'est peu qu'il y a des enfants qui manifestent dès la naissance pour des questions plus du tempérament. Mon français commence à faire défaut après 1h15. Je vais essayer de tenir pendant 15 minutes, sinon je parle en espagnol pendant 5 minutes. Mais je me rends compte, c'est l'avantage. Et je me corrige. Mais en fait, des problèmes au niveau du tempérament. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui manifestent de la naissance, et on sait que les différences individuelles sont importantes. Par exemple, des émotions de façon très intense. Pour cet enfant, c'est mieux de se trouver avec une maman et un papa qui sont très patients et tolérants, et qui tolèrent la destructivité de l'enfant en utilisant les mots de Winnicott. C'est-à-dire qu'ils sont capables quand même de contenir malgré l'intensité des émotions de l'enfant.
il y a cette notion-là qui vient de Figueiredo, je vous invite à lire cette référence-là, qui parle d'expériences excessives d'inclusion et d'exclusion dans la relation avec les parents. C'est des expériences qui ne permettent pas à l'enfant de comprendre la distance relationnelle avec les parents. Des fois, les parents vont inclure les parents dans des situations auxquelles ils ne devraient pas être inclus. Par exemple, dans une discussion de couple. Dans la discussion de couple, il n'y a pas la place nécessairement pour les enfants. Les parents qui ont un petit peu de sens vont faire ça en dehors de la maison, se cacher au moment où les enfants sont à l'école pour éviter que l'enfant soit confronté à des situations difficiles. Et à d'autres moments, vont les faire sentir comme trop séparés. Dans des moments où l'enfant pourra avoir une place dans la relation avec les parents. C'est qu'on parle ici des expériences relativement strictes, des faibles séparations ou des fortes différenciations dans la relation aux parents. Je vous donne un exemple. Les parents peuvent avoir comme attente que son parent puisse satisfaire ses propres besoins en tant que parent. La différenciation au sein de la dyade est alors précaire. Lorsque les attentes du parent ne sont pas rencontrées, l'enfant peut devenir plutôt un persécuteur du point de vue du parent. Ce dernier peut avoir alors une attitude de rejet vis-à-vis son enfant, c'est-à-dire si tu ne penses pas pareil comme moi, si tu ne fais pas les choses comme je pense, tu vas être complètement rejeté. C'est qu'on laisse l'enfant avec une intensité pulsionnelle trop importante et avec une grande culpabilité. C'est que l'enfant, dans ces contextes-là, doit se défendre à la fois contre la dépendance et la séparation, ce qui est très confondant et qui n'aide pas à la différenciation, soit autrui. Une chose qui fait défaut avec la notion de diffusion identitaire chez les adultes borderline. Et finalement, la capacité du parent à comprendre les états mentaux de l'enfant et à les considérer dans la rétroaction que les parents sont capables de donner à son enfant. Et on parle là de défaillances possibles au niveau de la capacité de mentalisation du parent. Pour cela, vous pouvez vous référer plutôt aux travaux de Fonagy et Tergé. Vous savez, il y a ces articles-là magnifiques des années 90 qui s'appellent Playing with Reality, 1, 2, 3, 4, qui vaut la peine de lire pour comprendre la pathologie borderline, qui ont été développés par Fonagy et Tergé en pensant à comment la mentalisation faisait des défauts chez les patients borderline. Et Didier va dire, pour des multiples raisons, les parents qui ont des difficultés de mentalisation peuvent faire en sorte que l'enfant ne développe pas lui-même sa capacité de mentalisation. Par exemple, parce que les parents ne considèrent pas nécessairement les états internes de l'enfant, n'est pas capable de se référer au monde interne de l'enfant, parce que les parents ont la difficulté à comprendre les émotions négatives. Il y a des parents qui vont plus ou moins bien aller quand l'enfant est dans la même longueur d'onde que les parents, mais aussitôt que l'enfant s'oppose, et qui manifeste une certaine destructivité, une certaine opposition, ne va pas tolérer la réaction de l'enfant. Et si vous lisez Winnicott, la gestion de la destructivité, Winnicott disait, c'est bien intéressant de lire cette partie, il va dire on a tous des tendances antisociales, ne vous inquiétez pas. Heureusement, c'est bien canalisé par les parents, mais je vous invite à lever la main ceux qui n'ont pas volé dans la sacoche de leur mère quelques sous pour s'acheter un bonbon, ou ceux qui n'ont pas dit quelques mensonges aux parents pour avoir une permission plus longue. Moi, quand j'étais petit, j'arrivais, on me disait, tu arrives à 8h30 et j'ai changé ma montre de façon innocente pour dire qu'il y avait quelque chose qui s'est arrivé au niveau de la pile. De la batterie de ma montre pour arriver à une demi-heure plus tard. C'est qu'on a tous des choses un peu comme ça pendant l'enfance, et c'est la capacité des parents de faire avec, de tolérer cette destructivité sans trop faire de quoi, qui va permettre à l'enfant de manifester et de comprendre ses comportements plutôt de l'ordre de la colère et de l'agressivité.
Quand on est dans les contextes plutôt de trauma relationnel précoce, il y a beaucoup de biais dans la compréhension des parents, des difficultés à l'enfant, souvent des parents qui vont interpréter les besoins de l'enfant comme les siens, hein, et qui ne vont pas permettre à l'enfant de se différencier des besoins des parents. Et finalement, il y a un cas de figure très difficile, mais plutôt quand on est dans des contextes traumatiques, hein, quand on est vraiment dans des contextes de trauma relationnel précoce, on peut penser qu'un enfant qui vit dans ces contextes n'ose pas, hein, vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête du parent. Hein. Je ne veux pas investiguer comment ça se passe dans la tête de mon parent parce que je risque de me trouver avec des intentions malveillantes à mon égard d'un parent qui abuse de moi physiquement ou qui m'agresse sexuellement. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas explorer ce qui se passe dans la tête du parent, on va fuir les mondes des états mentaux et ça pourrait causer des difficultés de mentalisation très importantes, comme on voit dans la plupart des enfants qui sont en protection de l'enfance. Et ça, je peux l'affirmer parce que ça fait partie de mes résultats des recherches. Et finalement, je vais vous introduire un peu à cet outil-là que je trouve quand même très bien. C'est le Borderline Personality Features Scale for Children. L'échelle des traits personnalité limite pour enfants, c'est une échelle dimensionnelle qui concerne un peu l'intensité avec laquelle les traits se présentent pendant l'enfance à partir de l'âge de 9 ans. Comme mes recherches portent sur les enfants qui sont en situation d'hébergement en contexte de protection de l'enfance, que la plupart ont vécu des situations de trauma relationnel précoce, et on a un groupe de comparaison qui est issu de la pédopsychiatrie ou qui est des enfants qui consultent en psychologie. On l'utilise pour investiguer la présence de traits de personnalité limite et on se permet de l'utiliser avec des enfants de 7 ans et plus et sans trop de problèmes. Bien sûr, dans nos recherches, il y a toujours un assistant ou une assistante de recherche qui accompagne l'enfant. Surtout les enfants en protection de l'enfance qui ont un paquet de troubles. Hein. Vous savez qu'ils ont aussi des problèmes d'apprentissage, toutes sortes de difficultés importantes comme conséquence de difficultés qui sont des choses qui sont vécues dans la relation avec les parents biologiques. Hein. Et pourquoi on l'utilise à partir de 9 ans? Parce qu'on va penser que les traits de personnalité sont assez stables et qu'il y a un sens à l'identité suffisamment développé à cet âge-là et que les enfants peuvent rendre compte quand même de leur comportement d'une façon assez fiable. Et vous savez, Crick n'est pas du tout dans la lignée de Paulina Kemberg. C'était Paulina Kemberg, qui est une psychanalyste. Hein, et Crick n'est pas d'approche psychodynamique, c'était que malgré les différences un peu d'approche à partir de ces études plutôt empiriques, elle arrive à cette conclusion. Cet instrument est composé de 5 facteurs que je vais nommer rapidement et vous expliquer un peu les acquis développementaux qui y sont associés. D'abord, la sensibilité cognitive. Je vais vous expliquer plus en détail de quoi il s'agit. Il y a un autre qu'ils appellent la sensibilité émotionnelle. Les relations d'exclusivité avec les autres, surtout avec les autres enfants, l'impulsivité et l'essence de l'identité. La beauté de la construction de cet outil qui a été bien validé en anglais, vraiment bien validé. La seule chose qui n'a pas été bien validée, c'est l'échelle, les items qui mesurent davantage l'identité, parce qu'ils ont trouvé d'autres instruments avec lesquels ils pouvaient avoir des mesures de la validité convergente et divergente. Par exemple, s'assurer qu'on est en train de mesurer des traits de personnalité limite et pas la dépression, et pas un trouble de comportement, et pas un trouble de stress post-traumatique. Et pour ça, il y a quand même des instruments qu'on peut appliquer aux enfants d'âge scolaire, mais on est mal pris quand on parle d'identité. Hein, c'était qu'il n'y a pas d'autres instruments qui mesurent l'identité, au moins à l'époque où ils ont développé cet instrument. Comment ils définissent ces 5 facteurs? Je tiens à passer à travers ce diapo parce que ça vous donne des repères cliniques intéressants. Ils vont dire, par rapport à ces facteurs-là qu'ils ont appelé la sensibilité cognitive,
Ils disent, ben, ces enfants-là ont une perception hostile et persécutrice de l'entourage. Ils vont souvent penser que les autres enfants veulent le faire du mal, et ce n'est pas nécessairement le cas. Vont être centrés sur l'information négative, c'est-à-dire qu'ils vont, quand ils vont juger une situation, le jugement va être basé fondamentalement sur des choses négatives que sur les choses positives. Et on sait quand on juge une situation, mais il faut considérer les deux, hein, et pas seulement les choses négatives. Et ils vont se méfier à l'égard des intentions des autres. Ils vont faire des distorsions des intentions des autres. C'est qu'ils vont voir la méchanceté où il n'y en a pas, hein, à les regards. Et ils vont les mettre en lien avec des acquis développementaux qu'ils ne peuvent pas faire. Par exemple, reconnaître que les autres peuvent avoir des perspectives différentes de la sienne et identifier la nature de ces perspectives qu'ils pensent, Crick et ses collègues, qui sont des choses déjà développées à l'âge de 9 ans. Ils vont parler de la sensibilité émotionnelle pour nommer les affects intenses, instables et souvent inappropriés au contexte. C'est-à-dire que les enfants n'apprennent pas, par exemple, comment distinguer dans quelle situation je peux manifester mes réactions émotives. Par exemple, si je suis avec des amis et il y a quelque chose qui me dérange, je peux me permettre peut-être un petit accès de colère en fonction de la situation. Si mes amis ne me passent pas les ballons dans un match de foot, de soccer selon nous, on dit soccer, on va être un peu fâché. Mais je ne peux pas présenter la même réaction face à mon enseignante en classe. On s'entend. C'est que la capacité à discriminer en ces deux situations, ça parle un peu de la possibilité de s'adapter à la situation d'un point de vue émotif. C'est qu'on va expérimenter chez ces enfants-là les émotions d'une façon qui est assez intense. On va réagir de façon imprévisible. Et l'impulsivité fait partie quand même des traits des personnes qui présentent un trouble de personnalité limite. Et on peut avoir une certaine labilité affective qu'ils vont mettre en lien avec certains acquis développementaux, tolérer l'ambiguïté qui caractérise l'expression d'émotions, réguler les émotions et tenir compte du contexte dans lequel on exprime nos émotions. Ils vont parler des relations d'exclusivité avec les amis, relations interpersonnelles caractérisées par une forte dépendance à autrui, avec la peur d'être abandonné et un doute constant de l'amour et du soutien des autres. C'est que c'est des enfants qui vont prétendre d'établir des relations d'exclusivité avec les amis et qui ne tolèrent pas la présence d'une tierce personne. Ça, c'est un point très important. Vous avez l'amour, c'est à l'infini, et surtout l'amour des amis. L'amour des couples, non. Mais l'amour avec les amis, oui. C'est-à-dire qu'on reconnaît, cet ami-là, c'est pour le bon moment, et prendre une bière. Et cet autre ami, c'est pour le moment où je me sens plutôt triste, j'ai besoin d'un confident. C'est qu'on a toutes sortes d'amis dans la vie. Et celui-là, c'est les nerds avec lesquels j'étudie. Toutes sortes de choses. Mais on ne prétend pas que les autres ne peuvent avoir des relations avec l'ami à nous. C'est-à-dire qu'il y a une prétention particulière chez ces enfants-là, comme vous aurez pu constater chez Sarah. C'est qu'il y a un acquis développemental qui ne se fait pas, c'est la capacité d'établir et de maintenir des relations d'amitié significatives, surtout les maintenir dans le temps. Ces enfants vont avoir de l'impulsivité, une agressivité physique et relationnelle importante et l'incapacité à réguler les émotions, de contrôler les manifestations d'agressivité et surtout inhiber leur comportement dans des situations où on ne peut pas se permettre d'avoir des réactions émotives intenses qu'ils vont mettre en lien avec des acquis développementaux liés à la régulation du comportement, à l'internalisation des stratégies de contrôle du self et à l'internalisation des normes sociales. Je peux penser, par exemple, aux enfants en situation de protection de l'enfance qui sont très réactifs, que face à toutes sortes de situations, tout va se traduire par un coup sur le mur et avec un trou sur le mur, plutôt que de respirer 3 fois pour contrôler une émotion.
Et finalement, ils vont parler du sens de l'identité. Et c'est peut-être la partie faible de l'instrument parce qu'ils n'ont pas réussi à la valider, je pense, comme il faut. On a essayé de la valider en français. On a fait une première étude de validation qui est quand même assez intéressante parce que c'est 260 quelques enfants et avec des enfants bilingues. Hein, très intéressant d'appliquer aux enfants bilingues l'instrument avec 2 semaines d'intervalle. C'était qu'on l'a appliqué d'abord en anglais et après, d'abord en français et après en anglais. Et on a vu la correspondance des scores entre les 2 enfants. On a cet avantage au Canada. Ne pensez pas que les Québécois sont bilingues, c'est pas vrai. Hein, mais il y en a une bonne partie de la population qui, oui, c'est les. On a trouvé 4 facteurs et je termine ma présentation en vous donnant des exemples qui sont assez chouettes, je trouve, de comment on investigue ces choses-là avec les enfants. Pour les contrôles des impulsions, par exemple, on demande un item dit j'ai fait des choses sans penser avant de les faire. Et quand je suis fâché, je ne peux pas contrôler ce que je fais. Pour les relations interpersonnelles négatives, il y a des items qui disent, par exemple, j'ai déjà choisi des amis qui m'ont maltraité. Les gens qui étaient proches de moi m'ont laissé tomber. Pour la régulation des émotions, celui-là, je l'aime beaucoup, cet item. Hein. Mes sentiments sont très forts. Quand je suis en colère, je suis vraiment très, très en colère. Quand je suis heureux, je suis vraiment, vraiment très heureux. Je passe souvent d'un sentiment à un autre, comme d'être fâché, puis triste ou heureux. Et pour les sentiments d'identité, je ne peux pas les lire. Malheureusement, je me sens qu'il manque quelque chose d'important, mais je ne sais pas chez quoi. Vous l'avez à l'écran, je ne l'ai pas complètement à l'écran. Je m'ennuie très souvent. Très facilement. Je m'ennuie souvent très facilement. J'avais un autre cas, mais je pense que je préfère peut-être qu'on se donne un peu du temps pour avoir vos commentaires.